Le 27 avril 2007, une jeune femme est retrouvée morte à son domicile. Elle a été sauvagement assassinée. Elle était là, moitié dénudée, les jambes droites face à nous et la tête légèrement penchée vers l'escalier et une tache de sang à moitié jambe. La victime, Gaëlle Fossé, n'avait que 21 ans. Gaëlle était très joyeuse, en dehors de tout conflit. Elle était très jolie, mais elle était aussi, plus que ça, je trouve qu'elle était toute en charme, en douceur. Qui pouvait en vouloir à cette jeune femme, à la vie si tranquille? Autant de coups de couteau, pour la plupart, c'est forcément quelqu'un qui est complètement fou, qui est peut-être fou dangereux. Tout le monde se connaît, on n'imagine pas qu'une telle horreur puisse se produire dans le village. Quel peut être le mobile du tueur? Ça se trouve, il a voulu lui faire des choses et elle n'a pas voulu. L'enquête de voisinage n'apporte aucun témoignage. Donc peut-être qu'ils ont entendu quelque chose, mais ils ne veulent pas parler, ils ont peur. Plusieurs individus ont été placés en garde à vue. Certains ont été sérieusement suspectés. Mais pour l'instant, le mystère sur le meurtre de Gaëlle Fossé demeure. Nous sommes à Saint-Germain-la-Campagne, village d'à peine 900 habitants situé dans le département de l'Eure. Gaëlle Fossé avait 21 ans. Elle venait de quitter le domicile familial pour s'installer avec son petit ami dans un quartier résidentiel. Un soir d'avril, alors qu'elle était seule, un tueur s'est introduit chez elle et l'a poignardée à 66 reprises. Malgré le travail acharné de la section de recherche de Rouen, le meurtrier de Gaëlle n'a toujours pas été identifié. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Vendredi 27 avril 2007, 18h. Jean-Paul Fossé, pâtissier à Orbec, s'apprête à fermer son commerce. Sylvie Fossé, son épouse, guette par la vitrine l'arrivée de leur fille Gaëlle, à qui ils ont prêté leur véhicule. Il était prévu avec Gaëlle qu'elle vienne à la maison pour écrire une lettre sur mon ordinateur, puis pour nous ramener la voiture. Et elle devait faire aussi quelques courses pour son père. Mais à 18h30, la jeune femme âgée de 21 ans n'est toujours pas là. Habituellement, Gaëlle n'est jamais en retard. Son père se souvient de cette fin de journée. Ma femme, au bout d'un moment, dit quand même, c'est pas normal. Gaëlle nous téléphone à chaque fois qu'il y a un contretemps ou quoi. Elle téléphone tout le temps, elle n'a pas de coup de téléphone. Sylvie Fossé tente en vain de joindre sa fille, dont le portable est toujours sur répondeur. Vers 19h, elle contacte Steven, le petit ami de Gaëlle, pour savoir s'il a des nouvelles. Mais celui-ci, en déplacement professionnel à Saint-Étienne, répond qu'il ne l'a pas eu au téléphone depuis 24 heures. Moi, quand j'étais en déplacement, j'appelais Gaëlle tous les soirs. Soit avant d'aller manger, mais bien souvent, en rentrant dans la chambre d'hôtel, hop, je l'appelais, et là, on avait tout le temps pour parler, quoi. Sauf que là, ce soir-là, j'ai essayé d'appeler aussi, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Après, je me suis dit peut-être qu'elle est avec une copine, ou bon... Les heures passent, et l'inquiétude grandit. À 22h, Jean-Paul Fossé décide de se rendre au domicile de sa fille, dans le village voisin de Saint-Germain-la-Campagne. Il demande à Mireille Klein, une amie, de l'y conduire. Donc on est parti en premier chez une de ses copines pour voir si elle n'y était pas. Et puis après on était directement à Saint-Germain, chez elle. En arrivant, Jean-Paul Fossé constate immédiatement que sa voiture est sur le parking. Il en déduit que Gaëlle est chez elle. On va vers la maison de Gaëlle. Et puis je sonne, je frappe, tout, j'entends le chien aboyer. La jeune femme ne répond pas. Jean-Paul Fossé insiste. Il constate que la porte est fermée à clé. Tous les volets, que ce soit en bas et à l'étage, tout était fermé. Hein. Sauf, comme il y a un décalage avec son volet de sa chambre, on voyait une lueur. Je dis, elle est là, donc il y a de la lumière. Et donc, je dis, c'est pas normal ça, je prends des cailloux, je les jette contre le volet et tout ça. Elle s'est peut-être trouvé mal ou endormi, enfin je sais pas, quelque chose. Je dis, ça m'avait rassuré au début parce que voyant la voiture, puis après, ça allait plus, quoi. Jean-Paul Fossé repart alors chez lui à Orbec, en compagnie de Mireille Klein, pour récupérer un double des clés de la maison de sa fille. À leur retour à 22h30,
il découvre la présence d'un jeune pompier volontaire devant le domicile de Gaël. Mais il a dit qu'il était là, c'est parce que c'est Steven qui l'avait appelé pour venir voir comme il n'avait pas de nouvelles. Donc Jean-Paul a ouvert la porte, il est rentré. J'ai appelé le chien et donc je dis Rambo, Rambo. Je dis non, le chien il vient pas et tout ça. Donc j'allume la lumière de l'entrée. Après j'allume la lumière de la cuisine. J'ai entendu le chien qui était derrière dans le cagibi et tout ça. Le chien enfermé, c'est normal ça et tout ça. Et puis après on a été dans la salle salon, puis c'est là qu'on a vu Gaël, quoi. Elle était là, moitié dénudée, les jambes droites face à nous, et la tête légèrement penchée vers l'escalier, et une petite tache, une tache de sang à moitié jambe, quoi, disons. Face à l'horreur de la scène, le jeune pompier demande à Jean-Paul Fossé et à son ami Mireille Klein de quitter les lieux. Il nous a dit qu'il fallait sortir, il ne fallait pas toucher, parce que moi j'avais posé le portable pour aller vers Gaël, et on est sorti, et lui il est rentré aussitôt. Après, il a fermé la porte, ce qu'il a fait, on ne sait pas. Dehors, dans la nuit, le père de Gaël Fossé attend que le pompier vienne lui donner des nouvelles. Quand il sort, je lui ai dit, bah alors Gaël, qu'est-ce qu'elle a et tout ça, je peux pas vous le dire. Je dis si, tu vas me le dire, parce que je vais te mettre mon poing dans la gueule, et tu vas me le dire. Il dit, Gaël est morte. Je dis, Gaël est morte. Il dit oui, c'est en faisant son ménage, elle a dû tomber de l'escalier et elle s'est fracassée la tête contre le meuble télé. Oh. Jean-Paul Fossé refuse d'admettre que sa fille est décédée. Je voulais pas le croire. Je voyais pas. Je dis non, c'est pas possible. Gaël, elle est pas morte, Gaël. Et puis après c'est tout. Il m'a dit de toute manière, j'ai appelé le SAMU. SAMU, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, mais là j'ai pas percuté ni rien. Puis après on a vu les gyrophares. Il me dit voilà le SAMU. Je dis c'est pour le SAMU. Il dit comment ça s'appelle, c'est les gendarmes. Il dit j'ai appelé le SAMU. À 23h03, des gendarmes de la brigade de Bernay arrivent sur les lieux. Au même moment, le téléphone de Jean-Paul Fossé sonne. C'est sa femme. Elle me dit alors Gaël, qu'est-ce qu'elle a? Comment voulez-vous que je dise ça? Je dis comment je vais pouvoir dire? Je lui dis plus simplement, je dis Gaël est morte. Parce que je trouvais pas d'autres mots pour lui dire, quoi. Toute la soirée, j'ai dit non, c'était pas vrai, tout le monde me mentait, et c'est tout. Et je me souviens que je disais que c'était pas possible, nous avions déjà perdu notre première fille, que c'était pas possible qu'on nous en prenne une autre. À plus de 600 km de là, Steven tourne en rond dans une chambre d'hôtel de Saint-Étienne, en attendant des nouvelles de sa petite amie. C'est sa belle-sœur qui l'appelle. Elle me demande si je suis tout seul, et donc du coup c'est là qu'elle m'a expliqué le décès de Gaël. On pète les plombs, on pleure. Moi, la première version que j'ai eue, c'était elle a eu un accident domestique, donc peut-être qu'elle est tombée des escaliers, mais personne ne savait rien exactement. Informé de la terrible nouvelle, le père de Steven rejoint Jean-Paul Fossé devant la maison de Gaël. Les deux hommes assistent sans comprendre aux allées et venues des gendarmes. Ils rentraient par la porte, tout ça, ils regardaient certainement. Après, ils ressortaient par la porte-fenêtre de la cuisine, tout. Voilà. Même avec le père à Steven, on se disait, même le père à Steven, ça veut dire il y a quelque chose qui va pas là, parce que il dit regarde ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Il dit c'est quoi ça? Mais sur le coup, vous pensez pas que votre fille vient d'être assassinée? Un médecin généraliste de Lisieux arrive sur les lieux et constate la mort de la victime. Il remet aux gendarmes un certificat de décès avec obstacle médico-légal. Les proches de Gaël Fossé ignorent encore que les enquêteurs s'orientent vers l'hypothèse d'un acte criminel. L'accès à la maison est interdit.
À minuit 50, les gendarmes de la brigade de recherche de Bernay sont rejoints par des techniciens en identification criminelle de la brigade départementale des Vosges. En pénétrant dans la maison, les techniciens en identification criminelle constatent qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Dans le hall d'entrée, la porte de gauche mène à la cuisine et celle de droite à la salle à manger, où se trouve une table sur laquelle sont posées 4 chaises. Les experts s'engagent dans cette pièce et avancent vers le coin salon. La victime gît au sol sur son côté droit entre le canapé, le meuble télé et la table basse. Elle n'est vêtue que d'un t-shirt ensanglanté. Le bas dénudé de son corps a été recouvert d'un torchon par le pompier volontaire qui est entré dans la maison avant l'arrivée des gendarmes. Un médecin légiste est dépêché sur les lieux pour procéder à la levée de corps. Julien Lagarde, journaliste à l'hebdomadaire Le Pays d'Auge, se souvient de ses premières constatations. Alors, le médecin légiste constate que la victime a été tuée d'une bonne dizaine de coups de couteau. On n'a pas le chiffre précis dans un premier temps. Elle a des traces au niveau de la gorge, au niveau de la cage thoracique, au niveau du dos, au niveau du visage aussi également. Le médecin estime que son décès est intervenu entre la veille au soir et le matin du 27 avril 2007. Gaël Fossé a été victime d'un meurtre d'une sauvagerie extrême. Maître Hugues Vigier est l'avocat de Sylvie et Jean-Paul Fossé. Il a vu les terribles photos de cette scène de crime. Au-delà du corps, des traces de sang importantes, d'une mare de sang, enfin il y a beaucoup de sang, de projections de sang sur les meubles, sur les murs. À côté du corps, un bidon d'assouplissant, un balai et un seau sont saisis. Sur le sol et le canapé, des traces de produits ménagers laissent penser que le meurtrier a tenté de nettoyer la scène de crime. Les techniciens en identification criminelle poursuivent leur prélèvement. Il y a un verre, il y a une tasse pour boire une infusion, un thé, enfin une tasse assez grande, sur laquelle on a des traces de projection de sang, qui, semble-t-il, a été déplacée. Donc tout ça, bien sûr, est mis sous scellé. À 1 mètre des pieds de la victime, les experts de la gendarmerie découvrent un pantalon de jogging. Le pantalon est envoyé dans un laboratoire d'analyse, car il porte peut-être l'empreinte génétique du tueur. En observant les traces de sang, les techniciens en identification criminelle déduisent qu'un des meubles du salon a été déplacé. On a par exemple une projection de sang sur un fauteuil qui se trouve éloigné de la zone où a priori le sang se trouve, et donc qui laisse à penser qu'on a éloigné le fauteuil pour le rapprocher de l'escalier. Du sang et des cheveux sont prélevés sur l'accoudoir du canapé, mais également sur la table basse. Manuel Quinquis est un expert spécialisé en morpho-analyse des traces de sang. Il a étudié de nombreuses scènes de crime. Un scénario le plus probable, c'est des actes qui commencent donc au niveau du canapé, proche du mur qui est situé entre le canapé et le téléviseur, puis une chute progressive de la victime sur l'accoudoir, sur la table basse et en contact possible avec le fauteuil pour finir dans sa position de découverte au niveau du sol, où les coups s'enchaînent. Les investigations se poursuivent dans la cuisine. Alors dans l'évier, on a aussi trouvé une serpillière dont on peut penser qu'elle a été utilisée pour nettoyer, ce nettoyage un peu rapide. On la retrouve avec de l'eau, tout ça stagne un peu. Les gendarmes dévissent le siphon de l'évier et prélèvent son contenu. Sur le micro-ondes est posé un cendrier dans lequel une vingtaine de mégots de cigarettes sont retrouvés. Un seul est de la marque Royal Polaire, celle que fumait Gaël Fossé. Dans le tiroir sous le plan de travail, 3 couteaux sont mis sous scellés. Les expertises devront déterminer si l'un d'eux est l'arme du crime. Dans l'arrière-cuisine, les experts constatent qu'une gamelle est posée sur le sol. C'est à cet endroit que le Rottweiler de Gaël est resté enfermé de nombreuses heures. Les techniciens de la gendarmerie poursuivent leur examen des lieux à l'étage de l'habitation. Dans la chambre, ils trouvent la lampe de chevet et la télévision allumée. Le lit est défait. Dans cette pièce, les draps, les housses d'oreiller ainsi qu'un sous-vêtement d'homme retrouvé sur le sol sont mis sous scellé. À la fin de leurs investigations, les gendarmes apprennent qu'il manque dans la maison un trousseau de clés. Un premier jeu de clés est retrouvé sur la table de la cuisine et pour cause il appartient à Gaël. En revanche, un deuxième jeu de clés a disparu, on ne sait pas où il est.
Dès le soir des faits, les gendarmes vont mener une vaste opération de ratissage pour tenter de retrouver ce jeu de clés. Ils cherchent aussi l'arme du crime. Daniel Boulet, le maire de Saint-Germain-la-Campagne, se souvient de ces investigations qui ont duré plusieurs jours. Il y a eu des recherches effectuées dans la cité et autour de la cité, à la fois sur les toits, dans les fossés, dans les caniveaux, dans les regards d'égout et autres, tout a été inspecté. L'ensemble des déchets a été trié. Je me souviens de cette image-là, donc sur des bâches, et c'était fait sac par sac, tout a été inspecté, trié. Les recherches n'aboutissent à aucun résultat. Ce n'est que le lendemain de la découverte du corps de Gaëlle que Sylvie et Jean-Paul Fossé sont officiellement informés que leur fille a été tuée de plusieurs coups de couteau. Ça a été extrêmement difficile de se parler au début. C'était, je crois, chacun de son côté et ça a été vraiment très très difficile. Nous n'en avons pas parlé du tout. On ne s'est pas parlé pendant plusieurs jours d'ailleurs. On ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas y croire. Et après, quand on vous dit qu'elle a été assassinée, voilà, c'est le second coup, quoi, quand on vous dit, ben non. Jean-Marc, nous sommes devant le pavillon dans lequel Gaëlle Fossé avait emménagé avec son petit ami quelques mois seulement avant le drame. C'est à l'intérieur de cette maison que Jean-Paul Fossé a découvert sa fille gisant dans une mare de sang séchée près de 24 heures après son décès. Les premières constatations faites par le médecin légiste sur le corps de la victime ne laissent aucun doute sur l'origine criminelle de la mort. Comment expliquez-vous que le jeune pompier volontaire qui accompagnait le père de Gaëlle ait pu penser un seul instant qu'il s'agissait d'un accident domestique? Il a pu chercher à s'épargner et épargner Jean-Paul Fossé d'une vérité trop difficile à dire et à entendre, à savoir que sa fille venait d'être sauvagement poignardée. Mais il se peut aussi que, n'étant pas un professionnel de l'enquête criminelle, ce jeune pompier n'ait pas compris immédiatement ce qui s'était passé. En découvrant la présence d'un seau, d'un balai et d'un produit d'entretien, il a très bien pu penser que Gaëlle s'était tuée en tombant de l'escalier alors qu'elle faisait le ménage. En réalité, il semblerait que ces objets aient été utilisés par le tueur pour tenter de nettoyer la scène de crime. Selon vous, pourquoi s'est-il arrêté? Il a peut-être eu peur que les aboiements du chien n'alertent le voisinage. Ou alors, il s'est simplement rendu compte que ce qu'il faisait était totalement inefficace. Je vous rappelle que le produit qu'il utilisait était un assouplissant. Ce qui n'est pas forcément le produit idéal pour nettoyer une scène de crime. Non, effectivement, ça démontre donc une certaine fébrilité. Mais cette fébrilité, il a su la contenir, la maîtriser, puisqu'il n'a laissé sur place ni empreinte digitale, ni trace de pas. Lorsque Jean-Paul Fossé est arrivé au domicile de sa fille, la porte d'entrée était verrouillée. Les gendarmes ont par ailleurs constaté qu'un trousseau de clés avait disparu, ce qui signifie que le tueur a dû très certainement les subtiliser avant de refermer derrière lui. Pourquoi a-t-il pris cette précaution? Je pense qu'il avait besoin de gagner du temps pour retarder la découverte du corps. Du temps, il en avait besoin pour faire disparaître un certain nombre d'indices. Ces indices, c'est ces vêtements qui sûrement étaient tachés de sang, c'est l'arme du crime, et puis c'est ce trousseau de clés avec lequel il a refermé la porte. En pénétrant dans la maison, Jean-Paul Fossé a tout de suite été surpris de voir que le chien avait été enfermé dans l'arrière-cuisine. Selon lui, jamais sa fille n'aurait fait une chose pareille. Elle le laissait tout le temps en liberté dans le pavillon, ce qui pourrait vouloir dire que c'est le tueur lui-même qui avait enfermé le Rottweiler. Quand on connaît le caractère de cette race de chien, on imagine que cela n'a pas dû être simple, sauf si bien sûr l'agresseur était un habitué des lieux. Là, vous allez un peu vite en besogne, Arnaud. D'abord, tous les Rottweilers ne sont pas des bêtes féroces. Et puis surtout, on peut très bien imaginer que ce soit Gaëlle elle-même qui ait enfermé son chien dans l'arrière-cuisine. Rappelez-vous, quand les gendarmes ont fait leur première constatation, ils ont noté que les chaises étaient sur la table. On peut tout à fait imaginer que Gaëlle venait de laver le sol de son salon et qu'elle avait enfermé son chien en attendant que ce sol sèche, ce qui pourrait expliquer que le seau et le balai étaient là au moment du meurtre. Pour l'instant, les enquêteurs n'excluent aucune piste, ni celle d'un acte commis par un rôdeur, ni celle d'un crime perpétré par un proche de la victime. Les gendarmes se lancent alors dans leur enquête de personnalité. Ils veulent savoir qui était Gaëlle Fossé et quelles étaient ses fréquentations. Gaëlle Fossé est née le 18 décembre 1985, 5 ans après son frère. Cet enfant, très attendu par ses parents, a toujours fait le bonheur de ses proches.
C'était plutôt une petite fille espiègle, qui bougeait beaucoup, qui aimait bien rire, qui aimait bien parler, qui aimait bien être entourée d'amis, qui était très 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 gaie. Petite fille, Gaëlle adore jouer à la marchande dans la pâtisserie de ses parents. S'intéresser à tout, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, des fois elle venait me voir faire les gâteaux, c'est tout juste si elle voulait pas m'apprendre mon métier, parce que je dis non, moi je ferais ça comme ça, c'est ça comme ça. Adolescente, elle partage toutes ses joies et ses petits chagrins avec sa mère. Sandra Ferreira, sa belle-sœur, a souvent été témoin de leurs échanges. Elle était très proche de sa maman aussi, très proche. Elle lui faisait beaucoup de confidences à sa maman. Sa maman en savait beaucoup sur Gaëlle, plus que son père. Elles avaient une complicité toutes les deux. Elle savait son premier flirt, elle a su ses premiers amours, ses premières relations sexuelles. Elles étaient très proches toutes les deux. J'avais une relation avec Gaëlle vraiment très particulière, très fusionnelle. J'étais bien sûr sa mère, mais elle savait que je ne jugeais jamais personne. Elle pouvait tout me dire. Une proximité et une connivence dont se souvient très bien Jocelyne Collange, la tante de Gaëlle. Moi, je la revois encore à 21 ans, aller sur les genoux de sa mère et puis lui faire un câlin. Au fil des ans, la mignonne petite fille est devenue une ravissante jeune femme. Tellement belle qu'un ami photographe de son frère propose à ses parents de réaliser des portraits. Elle était très jolie, mais elle était aussi plus que ça. Enfin, pour moi, c'était plus que ça. Je trouve qu'elle était toute en charme, en douceur, extrêmement féminine, par exemple. Elle attirait très souvent les regards des garçons, quoi. Donc, elle se savait jolie, de toute façon. En plus, on lui répétait depuis qu'elle était née, donc voilà, quoi. Elle était vraiment très, très, très sollicitée. Le fait qu'elle soit jolie peut susciter des jalousies ou des envies. C'est vrai que le caractère sexuel de cette affaire a tout de suite été pris en compte parce qu'on a effectivement affaire à une très jolie femme. À 17 ans, Gaëlle est une jeune femme très courtisée, notamment par Steven, un garçon de son village. Elle était jolie, dynamique, et vu qu'on voyait les mêmes personnes, ça m'a permis de me rapprocher d'elle assez facilement, quoi. On voyait bien que Steven était très intéressé par Gaëlle. D'ailleurs, pendant un moment, il y avait un banc devant notre magasin. Il s'assoyait, il passait des après-midi là à la regarder. Et on l'appelait d'ailleurs Roméo. Steven parvient à séduire Gaëlle. La jeune femme tombe alors très amoureuse. Elle a voulu que ça soit sérieux assez rapidement. Et je crois que lui, il a eu très peur. Ils se sont quittés, ils se sont remis ensemble, ils se sont requittés, ils se sont remis ensemble. À cette époque, Gaëlle échoue au bac et renonce à faire des études. Gaëlle nous a dit qu'elle avait marre de l'école, qu'elle voulait rentrer dans la vie active. Je crois qu'elle s'était fait un plan dans sa tête, c'est que il y avait Steven, elle était très amoureuse de lui et elle voulait jouer un peu au papa et à la maman. Steven travaillait, il avait sa petite maison. Pendant un an, la jeune femme enchaîne les petits boulots pour gagner son indépendance. Sous la pression de ses parents, elle accepte de suivre une formation en alternance de secrétariat et de comptabilité. Karine Seguin, son professeur, se rappelle très bien de son enthousiasme. Elle est venue une fois me voir en me disant j'ai enfin trouvé le métier que j'ai envie de faire. Et que ça soit en secrétariat ou en comptabilité, là, elle s'est épanouie parce qu'elle aimait. Vraiment, elle sentait et elle adorait ce qu'elle faisait. Elle n'était pas fan d'aller à l'école ou quoi, mais là, les stages, c'est plus ou moins rentré dans la vie et elle était bien. Elle commençait à gagner un peu d'argent, avoir son indépendance, enfin, par rapport à ses parents. 3 ans avant son décès, Gaëlle avait emménagé avec Steven dans une petite maison. Elle était très heureuse de partager enfin la vie de l'homme qu'elle aimait. C'était quelqu'un de frais, de toujours souriante, d'adorable. Elle était adorable de toute façon. Jennifer Cardon, une amie de Gaëlle, se souvient du bonheur éclatant de la jeune femme. Gaëlle était très joyeuse, en dehors de tout conflit, je dirais. Aucune critique, aucun clash avec personne. Elle était super à l'écoute de tout le monde, très joviale, elle avait toutes les qualités.
Sylvie Fossé évoque avec émotion sa dernière conversation avec sa fille, une semaine avant le meurtre. Je me souviens, j'étais là en train de faire ma vaisselle et elle me dit, tu sais maman, hein, j'ai jamais été aussi heureuse que je suis en ce moment. Il dit, Steven, c'est l'homme de ma vie et tu sais pas ce qu'il m'a dit. Je lui dis, ben non. Il m'a dit, qu'est-ce que je suis content de rentrer toutes les fins de semaine enfin dans mon foyer. Et elle me dit, tu peux pas savoir comment ça m'a rendue heureuse. Donc, je savais qu'elle était heureuse. C'est d'autant plus dur de se dire que là, elle avait une vie qui lui plaisait. Tous les deux, ils parlaient un peu d'enfants. Et je me disais, bah, tant mieux, tout se passe bien pour eux. Et c'est ce qu'on souhaite. On parle toujours de Gaëlle tous les jours parce que faut qu'elle soit présente tous les jours avec. On ne peut pas s'empêcher de ne pas parler de Gaëlle. Voilà. Avec sa mère, tous les jours, on en parle. On va la voir tous les jours. C'est pour que c'est un plaisir d'aller au cimetière ou quoi. Mais il faut qu'on aille voir Gaëlle. Gaëlle Fossé était une jeune femme heureuse et épanouie dont la gentillesse est évoquée par tous ses proches. Les premières investigations n'ont pas permis de mettre à jour des zones d'ombre dans son existence qui pourraient permettre d'expliquer son meurtre. N'ayant constaté sur la scène de crime aucune trace d'effraction, aucun vol apparent, les enquêteurs vont dans un premier temps privilégier l'hypothèse selon laquelle le meurtre aurait été commis par un proche. Les gendarmes cherchent alors à en savoir plus sur Steven, le compagnon de Gaëlle. De retour de Saint-Étienne où il était en déplacement professionnel, Steven est attendu à Saint-Germain-la-Campagne par les enquêteurs. J'ai été directement accueilli par les gendarmes pour être auditionné. Donc je suis parti avec les gendarmes, c'est même pas mes parents ou quoi qui m'ont emmené jusqu'à la gendarmerie. Je suis parti en voiture avec les gendarmes. Le jeune homme est immédiatement auditionné. Les gendarmes l'interrogent sur sa relation amoureuse avec Gaëlle. Et ils découvrent que le jeune couple s'est séparé à 3 reprises. J'ai besoin de liberté et la peur de l'engagement. J'étais assez volage, quoi, au début. Les enquêteurs apprennent que lors de leur dernière séparation, il y a plus de 18 mois, Gaëlle a eu une relation avec un de ses amis d'enfance, Éric Dupin. Je me rappellerai toujours le premier, entre guillemets, le premier baiser vite fait, c'était, on sortait du bar d'Orbec où on avait fait des parties de billard et tout, je la raccompagnais chez elle comme les soirs où on discutait. Et puis on s'est embrassé devant chez ses parents. Elle a plus ou moins flirté avec cette amie. Hein. Mais oui, moi ça me rendait jaloux directement. Dès que je savais qu'il y en a un qui courait autour, je revenais en courant. Sylvie Fossé est persuadée que sa fille n'était pas amoureuse d'Éric Dupin. Elle ajoute que Steven n'avait donc aucune raison d'être jaloux. Éric la consolait, était tellement gentil avec elle que c'était plus de la reconnaissance que d'être vraiment attiré par lui, quoi. Les enquêteurs continuent malgré tout de fouiller la vie du jeune couple. Gaëlle entretenait-elle une relation amoureuse cachée que Steven aurait découverte? Une hypothèse plausible pour les gendarmes, mais inenvisageable pour la famille. J'avais très très mal réagi, je me souviens quand les gendarmes ont dit ça, mais c'est du n'importe quoi, mais il faut tout vérifier. Et puis il vaut mieux retirer certaines pistes, comme ça on est tranquille. Les gendarmes mènent de nombreuses auditions, mais aucune n'accrédite la piste de l'amant caché. Il y aurait forcément quelqu'un qui l'aurait dit, qui l'aurait su, elle l'aurait au moins confié à quelqu'un. Si vraiment elle avait été voir un amant, et je la vois pas faire ça, elle était tellement, elle aimait tellement Steven, elle en avait que après Steven, c'était Steven, enfin voilà, je l'aurais pas vu faire ça. Les enquêteurs vérifient ensuite l'alibi de Steven. Ils entendent Loïc Godet, son employeur au moment des faits. Les déplacements sont planifiés à peu près une semaine en amont. Hein. Donc on sait dire aux gens quand ils rentrent le vendredi où ils vont la semaine d'après. Les gendarmes apprennent que 3 jours avant son départ, Steven a demandé à son patron de changer d'équipe pour pouvoir travailler avec les collègues qu'il préfère. S'il avait travaillé avec son équipe habituelle, il serait rentré, je crois, le jeudi soir. Et donc là, il est rentré le samedi. Les enquêteurs se lancent dans des investigations plus approfondies. Je sais qu'ils ont dû se renseigner auprès de mes collègues. Si j'étais bien à l'hôtel avec eux, ils se sont renseignés partout.
Les gendarmes s'assurent que la nuit du meurtre, celle du jeudi 26 au vendredi 27 avril, Steven n'a pas quitté sa chambre d'hôtel de Villars, près de Saint-Étienne. Et la question se posera même, mais ce sera vérifié également, de savoir s'il a eu le temps de revenir et puis de repartir. On va chercher surtout sur les horaires de transport en commun, et notamment de train. Et donc avec le train, c'est pas possible. Les enquêteurs procèdent à une dernière vérification. Ils se demandent si Steven aurait pu emprunter la camionnette de son employeur pour faire l'aller-retour entre Saint-Étienne et Saint-Germain-la-Campagne. Seule la personne, en l'occurrence le sous-traitant, conduisait le véhicule. Donc à aucun moment, Steven ne pouvait prendre le véhicule pour aller où que ce soit. S'il avait besoin de se faire véhiculer, il était véhiculé par le sous-traitant. L'alibi de Steven est solide. Il semble impossible qu'il ait pu parcourir dans la nuit les 1400 km que représente l'aller-retour entre son hôtel et sa maison en Normandie. L'étude de sa téléphonie confirmera qu'il n'a pas quitté Saint-Étienne. Élise Kergal, journaliste à Paris-Normandie, a couvert l'enquête. Donc les gendarmes vont vérifier déjà au niveau de son téléphone portable, donc ils vont se rendre compte que son téléphone émet toujours des antennes relais donc dans la région de Saint-Étienne, donc il ne pouvait pas finalement être à Saint-Germain-la-Campagne au même moment. Les enquêteurs savent maintenant que Steven n'a pas pu commettre le meurtre. Ils orientent alors leurs investigations sur son entourage et ses fréquentations. Et si Gaël avait été tué à cause de lui? Ce qu'on va découvrir, c'est qu'effectivement, il arrive à Steven quand même assez régulièrement de consommer du cannabis notamment. Donc on est là dans des relations ensuite de fournisseurs, de clients. Il peut y avoir des dettes, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir quelqu'un qui dans une procédure, ou vous suspectez dans une procédure d'avoir donné votre nom. Est-ce que Gaël a pas dénoncé quelqu'un? Est-ce qu'elle menace pas de dénoncer si quelqu'un se fait insistant pour une dette? Donc on va se poser des questions de cette nature. Les gendarmes apprennent que Steven a été auditionné dans une affaire de trafic de stupéfiants quelques années plus tôt, car son nom figurait dans le carnet d'adresse d'un dealer de la région. À 18 ans, oui, j'avoue que je fumais plus et il y a eu un peu plus d'histoire, quoi. Certains de ses amis admettent que Steven semblait instable à cette époque, mais son comportement n'avait rien d'inquiétant. Il fumait un peu de cannabis, mais je dirais quand même que sa consommation avait quand même un peu ralenti à partir du moment où il s'est posé avec Gaël, en fait. Et c'était dans le cadre des soirées, généralement le week-end. Là, à l'époque des faits, j'étais vraiment sérieux et c'était vraiment plus que occasionnel. Les gendarmes épluchent les comptes bancaires de Steven et découvrent qu'il est endetté. Ils se demandent si ces dettes pourraient être liées à sa consommation de cannabis. J'avais eu des petites dettes, mon premier appartement, donc c'était un peu premier travail, premier appartement, premier salaire, pas mal de fêtes et j'avais omis de payer quelques loyers, j'avoue. C'était des oublis volontaires, involontaires, donc c'était juste une mauvaise gestion, je dirais, de ses courriers et voilà quoi. Ça avait tempêté un peu entre deux, enfin surtout Gaël qui disait « Pourquoi tu me dis pas tout ?» Les gendarmes ne trouvent aucun élément permettant d'incriminer Steven. Oui, la piste des stupéfiants comme mobile, une dette, une dénonciation, enfin, cette piste-là, elle est écartée a priori. Steven est définitivement mis hors de cause. Mais il sort de cette audition anéanti et plein de remords. Sans vouloir qu'on dise « Mais quel con j'ai été, les commis. Pourquoi j'ai changé d'équipe ?» Parce que, il dit « Je serais rentré. » Et ça serait pas passé, il dit « Je serais rentré. » Hein? Je dis oui. Une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire. La section de recherche de Rouen est désormais chargée de l'enquête. Les gendarmes multiplient les auditions dans le voisinage, mais aucune ne permet de faire avancer les investigations. Ce meurtre sauvage dans un quartier pavillonnaire a, semble-t-il, été commis sans qu'aucun témoin n'entende ou ne voit quelque chose. L'autopsie de Gaël Fossé devrait maintenant permettre de mieux comprendre le déroulement des faits et peut-être d'en apprendre plus sur l'arme du crime. Le 29 avril 2007, la victime est autopsiée à l'Institut médico-légal de Dieppe. Avant tout autre examen, le corps est radiographié. Plusieurs fractures du crâne sont constatées. Le docteur Michel Sapané est médecin légiste. Il a accepté de nous expliquer la cause probable de ces blessures. Ça évoque un choc violent contre l'environnement ou éventuellement
l'action d'un objet contondant, lourd, massif, manié avec beaucoup de force. Mais ma préférence est plutôt pour la première hypothèse. Autrement dit, la victime se serait blessée en chutant. L'autopsie commence alors par l'examen externe du corps. Dans cette affaire, on est frappé par le fait que, s'agissant d'une agression à l'arme blanche, on a très peu de traces de défense au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire l'interposition des mains entre l'agresseur et la victime qui lui permet de se protéger des coups de couteau. Il n'y a pas de lésion profonde sur les mains ni sur les avant-bras. Le légiste localise et dénombre ensuite les plaies. Il constate la présence de 2 longues blessures sur le cuir chevelu. Le visage et le cou portent également la marque de coups de couteau. Dans cet ensemble de plaies, on a un certain nombre qui sont relativement peu profondes, de l'ordre de 3 à 5 cm, en particulier sur le visage. Mais la principale zone d'atteinte est la partie droite du thorax, qui compte une 50aine de plaies. La victime a aussi reçu 4 coups de couteau dans le dos. Les plaies dans le dos sont des plaies profondes. En ce qui concerne les plaies thoraciques, pour certaines se sont arrêtées aux limites de la paroi et pour d'autres ont pénétré la totalité de la paroi thoracique, entraînant des lésions sur le poumon et des lésions également au niveau cardiaque. En observant la forme des blessures, le médecin légiste va pouvoir donner les caractéristiques de l'arme du crime. Ici, ce qu'on a qui est intéressant, c'est donc un fil tranchant, mais également la présence de traces de dents sur certaines des plaies. Donc ça évoque un couteau à la fois tranchant, piquant, bien évidemment, avec une seule lame munie de dents de scie, petites dents de scie, à un endroit ou à un autre de la lame. L'étude de la profondeur des plaies permet de déterminer la longueur de la lame. On a la trace dans le foie d'une pénétration de 11 cm, ce qui traduit donc une lame d'au moins 11 cm, mais vraisemblablement plus parce qu'il faut aussi perforer la paroi thoracique. Le légiste précise que la lame mesure 2 cm de largeur. À la fin de son autopsie, le médecin conclut que la victime a reçu 66 coups de couteau, plus ou moins profonds. Gaëlle Fossé est morte des suites d'une hémorragie massive. Aucune trace de violence sexuelle n'est constatée. Le docteur Michel Sapanet n'exclut pas pour autant que l'auteur ait tenté de violer sa victime. On est dans un contexte où on pourrait imaginer une agression sexuelle. On a un corps qui est dénudé à cette partie inférieure et on a ce déchaînement de violence qui sont effectivement des arguments qui peuvent être en faveur d'une grande frustration. C'est pas pour autant qu'il y a eu passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir une violence du fait d'un refus, par exemple, qui est tout à fait imaginable dans ce cas-là. Le légiste a dénombré 66 coups de couteau. C'est un meurtre barbare avec un déchaînement de violence exceptionnel. L'autopsie n'a pas permis d'établir l'ordre dans lequel les coups de couteau ont été portés. Est-ce qu'on peut tout de même imaginer le scénario de la séquence criminelle ? Les constatations du médecin légiste me donnent très clairement l'impression que le tueur de Gaëlle lui a d'abord porté 4 coups de couteau extrêmement violents dans le dos. À la suite de ces coups de couteau, Gaëlle s'est mise à tituber, à heurter des meubles et est tombée à la renverse. Et c'est alors qu'elle était allongée sur le dos que son meurtrier s'est acharné sur elle en lui portant plusieurs dizaines de coups de couteau dans le thorax. D'après ce que vous décrivez, Jean-Marc, Gaëlle Fossé cherchait à fuir son agresseur quand elle a subi sa première attaque. Oui, c'est très probablement ce qui s'est passé lorsque Gaëlle a compris qu'elle était en danger de mort. Elle s'est retournée pour essayer d'échapper à son agresseur. C'est ce qui explique qu'elle ne porte aucune trace de défense, ni sur les mains, ni sur les bras, ni sur les avant-bras. Le corps de Gaëlle Fossé a été retrouvé en partie dénudé. Les analyses des prélèvements effectués sous ses ongles n'ont pas permis de mettre en évidence un ADN et les gendarmes n'ont constaté aucune trace de lutte dans le salon. Est-ce que ce n'est pas la preuve que le tueur l'a dévêtue alors qu'elle ne pouvait déjà plus résister ? Pas nécessairement. On peut aussi imaginer qu'il lui ait demandé de baisser son jogging sous la menace de son arme avant de porter des coups. Ce qui est sûr, c'est que la première intention de l'auteur des faits était d'agresser sexuellement sa victime. L'expertise du médecin légiste a permis d'établir que l'arme du crime était un couteau à dents dont la lame mesurait au moins 11 cm de longueur pour 2 cm de largeur. C'est la description d'un couteau à viande qu'on retrouve dans la plupart des cuisines. Steven va d'ailleurs déclarer aux enquêteurs qu'il a l'impression qu'un couteau de ce type a disparu.
Si c'est le cas, ça prouve que l'agresseur n'est pas venu avec son arme dans l'intention de tuer. Donc que le crime n'était pas prémédité. Oui, effectivement, je pense, comme le docteur Sapanet, que l'agresseur est rentré dans une rage, une folie meurtrière devant le refus de Gaël de céder à ses avances sexuelles. Les habitants de Saint-Germain-la-Campagne apprennent les détails du meurtre de Gaël Fossé, la personnalité de la victime, la violence des faits et le nombre très important de coups de couteau vont provoquer un véritable sentiment de panique dans la région. Il n'y a pas une grosse délinquance dans ce secteur-là. On est sur des cambriolages, des affaires de trafic de stupéfiants, mais on n'est pas sur un fort taux de délinquance et surtout pas sur ce type de fait. Ça, dans la tête des gens à Saint-Germain-la-Campagne, ce type de fait-là, ça se passe ailleurs. Ça peut pas être à Saint-Germain-la-Campagne. Saint-Germain-la-Campagne, c'est un petit village, il fait bon vivre, tout le monde se connaît. On n'imagine pas qu'une telle horreur puisse se produire dans le village. Les enquêteurs cherchent à recueillir des témoignages, mais leur enquête de proximité donne très peu de résultats. Ces pavillons type HLM avec mur feuille papier, mais personne n'a rien entendu. Même pas le chien aboyer. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Non, c'est pas possible. La petite voisine qui était juste à côté de chez Gaël, elle savait quand Steven partait, quand Steven revenait, quand Gaël allait à sa formation, quand Gaël revenait. Et là, cette nuit-là, elle n'a rien entendu. Donc peut-être qu'ils ont entendu quelque chose, mais ils veulent pas parler, ils ont peur. Les voisins de la victime semblent terrorisés. Autant de coups de couteau, pour la plupart, c'est forcément quelqu'un qui est complètement fou, qui est peut-être fou dangereux, qui peut-être va recommencer, qui peut-être va s'en prendre de manière aveugle à n'importe qui. Les enquêteurs, de toute façon, n'excluent pas la piste du rôdeur au départ. Donc, ils sont obligés de dire à la population que oui, c'est une possibilité. Là, ça crée vraiment une psychose dans le village et même au-delà. Donc tout le monde ferme ses volets, ferme sa porte, tout le monde est inquiet. Benoît Négrier, journaliste à l'Éveil Normand, se souvient de l'ambiance pesante qui régnait alors dans le petit village. On l'a vu, on l'a lu effectivement sur les visages des gens. Dans les commerces, tout le monde finissait par se regarder un petit peu différemment. Il y a eu un état, si ce n'est de psychose, au moins un trauma. 10 jours après le meurtre, Daniel Boulet, le maire de la commune, décide d'organiser une réunion publique pour tenter d'apaiser ses administrés. Chacun pouvait suspecter son voisin. Il fallait essayer de tempérer un petit peu et d'éviter que ça tourne au drame, que ça tourne à l'émeute. C'est un exercice assez délicat pour lui parce qu'il a la volonté de rassurer sa population. Il n'y a pas 36 possibilités. Il faut donner des informations, mais le problème c'est qu'après 10 jours d'enquête, des informations, on en a très peu. Cette réunion met tout de même fin au climat de suspicion générale. Mais au fil des jours, une rumeur se propage. Le meurtre aurait été commis par 2 individus dont les problèmes récurrents avec la justice ne sont un mystère pour personne. On les connaît, c'est les gars du village voisin, ce sont des voyous. On les a vus d'ailleurs ces derniers jours. Il doit y avoir une histoire de drogue derrière ça, ou une histoire de vol, ou que sais-je. Ce sont 2 frères qui effectivement sont connus, selon l'expression consacrée des services de police et de gendarmerie, qui ont eu affaire à la justice, qui sont allés en prison déjà, qui sont connus pour des délits que je qualifierais quand même d'assez mineurs, mais de violence éventuellement répétée. Les gendarmes découvrent que ces 2 hommes, âgés de 19 et 21 ans, sont sortis de prison quelques jours avant le meurtre de Gaël Fossé. Des témoins affirment avoir vu les 2 frères à proximité de la scène de crime, le soir du meurtre. Les enquêteurs convoquent et interrogent les 2 individus le 25 juin 2007. Pourquoi sont-ils accusés par la rumeur populaire ? Que faisait-il à Saint-Germain-la-Campagne le soir du crime? Connaissait-il la victime? Ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissent Steven depuis longtemps, non pas qu'ils soient amis ou proches, mais en tout cas, ils ont grandi dans le même village, ils se connaissent. Ils connaissent aussi Gaël, mais ils connaissent Gaël comme la compagne de Steven. J'en connaissais un peu plus, le grand frère, j'ai travaillé avec lui pendant 2-3 mois en maçonnerie. Les 2 frères disent s'être rendus dans un bar du village le soir du meurtre. Mais ils nient avoir été chez Gaël Fossé. Les proches de la victime ont d'ailleurs du mal à croire à leur implication dans le meurtre. Selon eux, la jeune femme n'aurait jamais laissé ces 2 individus entrer chez elle. Vu que notre chambre est à l'étage, il y avait juste notre fenêtre qui donnait au-dessus de la porte, donc elle avait juste à ouvrir son volet, à regarder c'était qui.
Et je suis sûre que Gaël n'aurait pas ouvert. Les enquêteurs recueillent différents témoignages pour mieux cerner le profil des deux suspects. Je les connaissais, hein, j'ai habité à un moment donné dans leur rue, mais clairement non, c'est pas... C'est voilà, des petits délits, oui, mais c'est pas des personnes agressives, quoi. Enfin, pas à ma connaissance. Donc, Je les vois pas méchants, c'est plus des petits voleurs, des petits... foutent la merde. Là, on parle d'autre chose. On parle d'un meurtre et peut-être d'un assassinat, d'un acharnement épouvantable. Sans aucun doute, il y a une raison derrière que pour l'instant on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Non, voilà, en tout cas, rien qui permette de les confondre, de les impliquer davantage, et même simplement, au-delà d'une garde à vue, de les mettre en examen. Ça ne s'est d'ailleurs pas fait. Les vérifications menées sur l'emploi du temps des deux frères, le soir du meurtre, corroborent l'alibi qu'ils ont fourni. Ils sont donc définitivement mis hors de cause par les enquêteurs. Les gendarmes abandonnent définitivement l'hypothèse d'un crime commis par un rôdeur. Ils sont persuadés que Gaël n'aurait jamais ouvert sa porte à un inconnu. Le meurtrier se cache donc parmi les connaissances de la jeune femme. C'est alors que les analyses toxicologiques réalisées après l'autopsie révèlent que Gaël Fossé avait bu de l'alcool le soir de son meurtre. Était-elle seule? A-t-elle reçu une visite? Les enquêteurs vont de toute urgence chercher à retracer sa dernière journée. Le jeudi 26 avril 2007, à 8h du matin, Jean-Paul Fossé passe chercher sa fille Gaëlle à Saint-Germain-la-Campagne pour la conduire à Bernay, où elle est en stage. Moi, je devais aller à Rouen. Je dis, bon, je vais t'emmener et je te reprends en retour. À midi, comme convenu, le père et la fille se retrouvent. Gaëlle déjeune alors chez ses parents comme elle le fait souvent lorsque Steven est en déplacement. C'est la dernière fois que Sylvie et Jean-Paul Fossé ont vu leur enfant. Elle était bien, normale, on a parlé de choses et d'autres. Elle a trouvé la semaine longue parce que Steven ne rentrait que le samedi. Mais moi je lui disais, mais tu t'ennuies pas toute seule et tout? Non, non, je suis bien dans ma petite maison avec mon chien. À 13h, Gaëlle retourne seule au travail avec le véhicule de ses parents. Et puis, vers 18h, elle quitte son emploi pour aller faire des courses dans un supermarché dans la commune toute proche de Saint-Germain-la-Campagne. Elle a téléphoné à sa mère, parce qu'elle faisait ses courses chez Carrefour, parce qu'elle savait pas quoi manger, tout ça, donc voilà quoi, c'est la dernière fois que sa mère l'a eu quoi. À 18h30, en sortant du supermarché, Gaël Fossé croise son ami Éric Dupin, qui attend sa compagne sur le parking de la grande surface. Entendu par les enquêteurs, le jeune homme livre le contenu de leur conversation. Elle arrive avec son petit sourire et puis elle pose sa tête de côté comme ça, toute contente. Et là, on a commencé à raconter un peu entre guillemets notre vie. Et là, elle me dit, moi, je sais que quand au niveau de mes études et tout ça, et le boulot, ça sera sûr et tout à 100%. Normalement, si tout va bien, ce sera dans le courant de cette année. J'espère faire un enfant avec Steven. Et là, on a vu, c'est un sourire qui passait même plus haut que les... Ici, c'était limite infini. Après avoir retrouvé sa petite amie, Éric Dupin dit au revoir à Gaëlle sur le parking du supermarché à 19h15. Cette dernière lui ayant confié qu'elle rentrait chez elle. Les enquêteurs savent que la jeune femme est effectivement retournée directement à son domicile, car un voisin l'a aperçue devant sa résidence, sortant seule de sa voiture avec son sac de courses. Il est alors près de 19h30, lorsque Gaël Fossé ouvre la porte de sa maison. Les enquêteurs vont entendre tous les proches de la victime pour tenter de reconstituer sa dernière soirée et comprendre comment quelqu'un a pu s'introduire chez elle. Je lui disais toujours, fais très attention, n'ouvre pas à n'importe qui, laisse bien ta clé dans la serrure. Donc elle faisait ça tout le temps. La compagnie de son chien aidait la jeune femme à se sentir en sécurité en l'absence de son petit ami. J'avais comme chien un Rottweiler, mais il était adorable, quoi. Mais pas un chien de défense, mais au moins ça prévient, ça impressionne un peu. Elle aimait bien être toute seule chez elle. Elle savait qu'il y avait son chien, elle avait rien à craindre, quoi. C'était un coin tranquille. Ce soir-là, Gaëlle a fermé ses volets et a revêtu la tenue d'intérieur qu'elle portait chaque soir.
Le soir, Gaëlle s'habillait toujours avec un pantalon de Johnny. Je l'avais acheté, elle avait 14 ans, donc et elle adorait. Et le t-shirt, c'était un t-shirt à son frère, et elle le mettait sans arrêt. C'est ce survêtement que les enquêteurs retrouveront près de son corps. Le soir, elle était assez décontractée. Elle rentrait à la maison, elle se mettait à l'aise, tenue décontractée, et puis elle mangeait un petit truc devant la télé. Steven sait que Gaëlle avait l'habitude de se préparer un plateau repas pour dîner dans sa chambre, devant la télé, en attendant son appel. En général, on finit le travail à 19h. Donc après, on va manger vers 19h30, 20h. Donc je l'appelle dans ces eaux-là. Donc à ces heures-là, elle était tout le temps à la maison. Le soir du meurtre, Gaëlle et Steven ont raccroché à 20h55, après une longue conversation. Selon le jeune homme, tout était normal. Gaëlle ne semblait pas inquiète. Steven est persuadé qu'elle était alors seule chez elle. Ce soir-là, non, a priori rien de prévu. En tout cas, moi, j'étais au courant de rien, quoi. Donc elle devait rien avoir de prévu, quoi. Sinon elle me l'aurait dit. Gaëlle ne donnera et ne recevra aucun autre appel de la soirée. Elle n'enverra aucun SMS et n'en recevra qu'un seul. Elle va recevoir un peu après 21h un message et a priori à ce moment-là, on sait qu'elle le reçoit elle-même et qu'elle l'utilise, si je puis dire, puisqu'en fait, sans donner de réponse, c'est un envoi de numéro de téléphone qu'elle rentre dans ses contacts. Voilà. Ce sont les derniers éléments que l'on connaît. Tout laisse à penser que Gaëlle s'apprêtait à passer seule la soirée devant sa télé. Pourtant, les résultats des analyses toxicologiques effectuées sur le corps de la jeune femme contredisent cette hypothèse. Son taux d'alcoolémie montre que le soir du meurtre, Gaëlle a bu. Pour ses proches, c'est un mystère. Je ne vois pas Gaëlle boire de l'alcool seule. Elle était super sérieuse, pas d'alcool, pas de drogue, donc vraiment l'alcool c'était occasionnel, le chez occasionnel. La seule explication pour l'entourage de Gaëlle est que quelqu'un serait passé la voir à l'improviste. Pour Steven, le cendrier plein de mégots retrouvé dans la cuisine accrédite cette idée. Elle fumait quelques cigarettes, mais plein de mégots, après c'est qu'elle a dû recevoir quelqu'un qui fumait pas mal. Parce qu'elle ne fumait pas des masses non plus, et au pire le cendrier elle l'aurait vidé. Ou... C'est que là elle a reçu quelqu'un qui fumait pas mal. L'analyse des mégots de cigarettes va mettre en évidence l'ADN de Gaëlle, de Steven et celui d'un ami du couple. Les gendarmes vont découvrir que cet individu est passé chez eux le week-end précédant les faits. Après la vérification de son alibi, il va être totalement mis hors de cause. Ça prouve que, contrairement au dire de Steven, Gaëlle ne vidait pas régulièrement son cendrier. Ça prouve également que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, elle n'a pas fumé avec son agresseur le soir des faits. En revanche, les analyses toxicologiques, Jean-Marc, vont prouver que Gaëlle a bu de l'alcool avant son meurtre. Son taux d'alcoolémie était au moment de son décès de 0,81 g par litre de sang. Pour sa corpulence, cela correspond à l'absorption d'à peu près une demi-bouteille de vin ou de 3 bières. Tous ceux qui connaissaient Gaëlle sont catégoriques. La jeune fille ne buvait jamais seule. Pour eux, c'est la preuve qu'elle a reçu la visite de quelqu'un ce soir-là. Est-ce que vous partagez leur avis? Oui, c'est très très vraisemblable. Mais c'est surtout la preuve qu'elle a laissé entrer chez elle une personne qu'elle connaissait suffisamment bien pour boire quelques verres en sa compagnie. Pourtant, on ne retrouve aucune trace de cette consommation d'alcool, aucune bouteille vide ou entamée, et les analyses réalisées sur la tasse et le verre mis sous scellé ne permettront pas de révéler une empreinte digitale ou un ADN étranger à celui de la victime. Je pense que l'auteur des faits a pris la précaution de tout faire disparaître après son meurtre. Souvenez-vous, il avait essayé de nettoyer la scène de crime. Tout ça a pris du temps. On pourrait en déduire que le tueur savait qu'il ne serait pas dérangé cette nuit-là. Il savait que Gaëlle serait seule ce soir-là. Les gendarmes s'orientent vers l'hypothèse d'une visite à l'improviste. Pour cela, ils s'appuient sur le témoignage de Steven, à qui Gaëlle avait confié n'avoir rien prévu ce soir-là, et sur l'étude de la téléphonie de la jeune femme, qui ne laisse supposer aucun rendez-vous secret. Sans vouloir être désobligeant envers Steven, on ne peut pas prendre ses paroles pour argent comptant. Gaëlle aurait très bien pu lui mentir. Mais au-delà de l'étude de sa téléphonie, ce sont les premières constatations qui me laissent penser que Gaëlle avait vraiment l'intention de passer cette soirée seule. Souvenez-vous, lorsqu'on a découvert son corps, son lit était défait, sa lampe de chevet et la télévision de sa chambre étaient allumées. Ça prouve pour moi qu'elle était couchée à l'étage lorsqu'elle a été dérangée par la visite impromptue de son agresseur.
Les gendarmes sont désormais convaincus que Gaël Fossé connaissait le tueur. Ils se souviennent alors qu'au moment de la découverte du corps, un jeune pompier volontaire alerté par Steven était présent. Intrigués par son comportement ce soir-là, les enquêteurs cherchent à en savoir plus sur cet individu. Le jeune homme âgé de 24 ans vit seul depuis qu'il est séparé de la mère de ses 2 enfants. Il passe beaucoup de temps avec ses amis et Steven a pleinement confiance en lui. Les éléments qu'on connaît de ce pompier, c'est qu'il est proche, très proche de Steven et de Gaël. C'est un ami qui vient une fois par semaine, peut-être 2, peut-être 3, en tout cas qui vient régulièrement. C'était un de mes meilleurs copains à l'époque. On était au collège ensemble, donc on s'est toujours connus. C'était très gentil, sans histoire aussi, avec sa petite famille. Les enquêteurs apprennent que le jeune pompier a rendu visite à Gaël 2 jours avant le meurtre. Ils ne pouvaient pourtant pas ignorer l'absence de Steven. Il est venu chez Gaël le mardi soir, ce qui a étonné fortement Gaël, parce qu'elle me l'a dit, j'ai été étonné qu'il vienne le soir, il dit jamais il vient quand Steven n'est pas là. Alors je dis, il t'a parlé de quoi? Il dit, il m'a parlé de ses problèmes avec sa concubine, et s'en est resté là. L'avocat des parents de Gaël Fossé s'étonne aussi du fait que le jeune homme portait sa tenue professionnelle le soir de la découverte du corps. Il est pompier, il est d'astreinte aussi, mais il n'a pas été appelé. Personne n'a fait appel à lui à ce moment-là, donc il n'y a pas de raison qu'il soit en tenue de pompier. Et non content d'être en tenue de pompier, il est presque, si je puis dire, muni de tout l'attirail pour une intervention difficile, puisqu'il est allé chercher une torche, et on voit pas bien non plus la raison d'aller chercher une torche. Normalement, l'appel qu'il a eu, c'est est-ce que tu peux passer voir à la maison, parce que je comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à joindre Gaël. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte trahi, parce que lui, il est le seul à savoir quelque chose, et qu'il a déjà choisi la tenue qu'il prendrait normalement si on l'avait appelé pour une intervention. Les gendarmes savent aussi que le pompier volontaire a fait en sorte de rester seul sur la scène de crime. Pourquoi a-t-il demandé au père de Gaël Fossé de sortir? Pourquoi a-t-il caché la nudité de la victime avec un torchon? La question que se pose le père, évidemment, c'est mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a caché, peut-être? Ce qui est étonnant, c'est que, a priori, sur une scène de crime, on ne touche à rien, et lui, en tant que pompier, il n'est pas censé l'ignorer. Est-ce que ces règles, qui sont peut-être les règles habituelles, ne sont pas mises à mal quand c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est proche? Et donc, est-ce que toutes les réactions, aussi surprenantes qu'elles puissent paraître après coup, quand on se dit mon Dieu, c'était quand même très bizarre, il n'aurait pas dû réagir comme ça, est-ce que ce ne sont pas aussi les réactions de quelqu'un qui est mis lui-même dans une grande difficulté parce que c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup et dont il voit qu'elle est morte au sol? Jean-Paul Fossé n'oubliera jamais la réaction du jeune pompier volontaire quand il lui a demandé d'annoncer à Steven le décès de Gaël. Son attitude lorsque je lui ai dit de prévenir Steven, on a de dire non, il va me tuer, il va me tuer. Je sais pas, je n'aurais pas une attitude comme ça. Je dis non, je peux pas prévenir Steven. Est-ce que là il va me tuer, il va me tuer? Je sais pas, c'est bizarre. Après avoir refusé d'appeler Steven, le jeune homme s'est éloigné de la maison et a disparu dans la nuit. Je croyais qu'il était parti. Hein, et comme je tournais et tout ça, d'un seul coup, je vais vers la sortie de la résidence et je le vois qui est arrivé de la campagne. Je dis tiens, il n'est pas parti lui, le pompier. Il dit qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il revient faire par là? Alors j'en ai déduit après qu'il a pu rentrer, oublier quelque chose qu'il avait vu, puis aller le mettre caché dans la campagne ou quoi, je ne sais pas. Mais pourquoi ce jeune homme au casier judiciaire vierge serait-il impliqué dans le meurtre? Quel pourrait être son mobile? Je savais que le pompier était attiré par Gaël. Il l'a trouvée très jolie. Ça se trouve, il a voulu lui faire des choses et elle n'a pas voulu. Elle lui a pu lui dire, tu vas voir quand Steven va le savoir. Et elle lui a peut-être dit ça et puis lui, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est la seule chose qu'on peut s'imaginer, c'est qu'il aurait bien voulu avoir une relation sexuelle avec elle. Pour le psychologue Samuel Lemire,
la frustration peut effectivement provoquer un passage à l'acte criminel. Elle aurait pu avoir été assassinée par quelqu'un qui aurait ruminé son sentiment de frustration à l'idée de ne pas pouvoir accéder à cette fille, et donc le crime apparaîtrait alors comme le moyen de réinfiltrer un sentiment de puissance et de satisfaction dans l'existence du sujet. Le 29 mai 2007, les enquêteurs décident de placer le pompier en garde à vue. Ce dernier nie toute implication dans le crime. Il dit que la nuit du meurtre, il était avec son ex-compagne entre 22h15 et minuit. La mère de ses enfants corrobore son alibi et assure qu'il avait ce soir-là une attitude tout à fait normale. Mais qu'a fait le jeune homme après minuit? Est-il rentré chez lui comme il le raconte? Les gendarmes perquisitionnent son logement et son véhicule. Mais ils ne découvrent aucun élément matériel permettant de l'incriminer. À l'issue de la garde à vue, l'homme est libre. Mais ses supérieurs hiérarchiques préfèrent tout de même par prudence qu'il quitte un temps ses fonctions. Le pompier d'Orbec considère qu'à partir du moment où il est suspect, il ne peut pas rester pompier au sein de cette caserne, donc il est suspendu, en tout cas à titre provisoire. Donc il va devoir rendre tout son matériel, et au moment de la restitution du matériel et de l'inventaire en quelque sorte, il y a un épisode un peu singulier, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a tout rendu, que ça aurait été fouillé, et puis l'un de ses collègues pompiers, à un moment donné, demande à ouvrir quelque chose, et on n'arrive pas à l'ouvrir, il faudrait disposer d'un couteau, et il va dire qu'à cela ne tienne, j'en ai un dans mes poches, et il va sortir un couteau des poches de sa combinaison, que pourtant on venait apparemment de fouiller avant, et dans laquelle on n'avait rien trouvé. Les enquêteurs sont immédiatement avertis de cette découverte. Des analyses du couteau sont demandées. Aucune trace de sang ne pourra être révélée sur la lame. Aucune empreinte génétique non plus. Quelque temps plus tard, Steven se rend au domicile de son ami pompier accompagné de son chien. Le Rottweiler a alors un comportement très étrange. Une fois, donc, moi je suis allé chez lui, justement le pompier, là, avec le chien. Et le chien s'est mis à gueuler, à devenir fou, plus ou moins, quoi. Ça m'a fait peur, je suis parti, quoi. Comme s'il avait compris ce qui s'était passé et qu'il savait que c'était ce garçon. À telle enseigne qu'on se posera la question d'une mise en présence du chien et de l'intéressé pour voir si les réactions du chien nous disaient quelque chose. Les gendarmes n'ont jamais obtenu le moindre élément à charge contre le jeune pompier. Sa conduite, à plusieurs reprises inappropriée, étonnante et suspecte, n'est pas une preuve de sa culpabilité. Personne n'est mis hors de cause. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'état de la procédure, le magistrat instructeur a considéré qu'il n'y avait pas d'indice grave ou concordant contre lui. Lorsque Jean-Paul Fossé revient au domicile de sa fille avec le double des clés, il est surpris par la présence d'un pompier en tenue. Il va apprendre que ce dernier a été appelé par Steven pour avoir des nouvelles de Gaël. L'avocat de Sylvie et Jean-Paul Fossé ne comprend pas pourquoi ce jeune homme est en uniforme. Est-ce que vous partagez son étonnement? Oui, c'est vrai. Ce jeune pompier n'a aucune raison objective d'avoir revêtu sa tenue professionnelle. Il n'est pas là mandaté par le centre de secours dont il dépend. Il est là pour répondre aux interrogations de son copain Steven. Mais il se peut qu'ayant compris l'inquiétude de son ami, il se soit préparé et psychologiquement et physiquement à porter secours. Par ailleurs, ce jeune pompier va avoir une attitude étrange au moment de la découverte du corps de Gaël. Il va demander à Jean-Paul Fossé de quitter les lieux, puis il referme la porte pour rester seul dans la maison. Qu'est-ce que vous pensez de son comportement? S'il a compris dès le début qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un accident, comme il l'avait prétendu initialement, son attitude est parfaitement professionnelle et humaine. En faisant sortir Jean-Paul Fossé de la maison, il lui évite une vision d'horreur. Et en plus, il préserve la scène de crime. Mais c'est vrai qu'il commet une erreur en recouvrant le bas du corps de Gaël d'un torchon, probablement par pudeur. Mais c'est la seule chose qu'on puisse lui reprocher. Il y a aussi son refus de prévenir son copain Steven du décès de Gaël en prononçant à plusieurs reprises cette phrase « Il va me tuer, il va me tuer ». Ouais, Jean-Paul Fossé trouve ça bizarre, tout comme il trouve curieux le fait que le jeune pompier, après être sorti de la maison, s'en soit éloigné pour ensuite y revenir. Je comprends tout à fait les interrogations de ce père de famille, elles sont parfaitement légitimes. Mais Arnaud, une enquête, ça ne se bâtit pas sur des impressions, sur du ressenti qui ne serait pas étayé par des preuves matérielles, par des preuves concrètes. Est-ce que vous pensez que la mise en présence du jeune pompier et du Rottweiler aurait pu avoir un intérêt quelconque pour l'enquête?
Je sais que dans une affaire récente, on a tenté de faire interpréter par un vétérinaire comportementaliste l'attitude du chien de la victime placé face à un suspect. C'est original, c'est même très original. Mais Arnaud, avant qu'une cour d'assises n'accepte ce genre d'expertise, je crois que les poules auront des dents. Alors, les enquêteurs vont poursuivre leurs investigations en s'intéressant aux individus se rendant régulièrement chez Gaël et Steven. Un voisin du couple retient alors leur attention. Cet homme, que nous appellerons Franck, va rapidement devenir le principal suspect. Ce jeune homme de 22 ans, qui travaille depuis plusieurs années comme conducteur de presse dans une entreprise de la région, a eu une enfance très défavorisée. C'est un garçon issu d'un milieu social difficile, qui a eu une adolescence compliquée, qui a eu affaire à la justice pour des petits délits, mais à l'époque des faits, en tout cas, c'est pas non plus un délinquant en puissance. Au cours de leur enquête de proximité, les gendarmes ont interrogé Franck dès le lendemain du crime. Quand ils vont demander à ce garçon, mais bon voilà, Gaël Fossé a été victime d'eux, est-ce que vous les connaissez, elle et son compagnon Steven, il va dire non, je les connais pas. Ce qui s'avère complètement faux, puisque déjà c'est leur voisin, il est dans une maison un petit peu à quelques dizaines de mètres de celle de Gaël et Steven. Ils ont été dans les mêmes écoles pendant leur petite enfance, ils prenaient le car ensemble. Il passe régulièrement les voir, puisqu'il fume quelques joints avec Steven et joue à la console assez régulièrement. Très vite, les enquêteurs réalisent que ce jeune homme connaît beaucoup mieux Steven et Gaël qu'il ne veut bien le dire. Pourquoi tente-t-il de cacher sa relation avec le couple? Convoqué à la gendarmerie de Bernay, il est prié d'expliquer ce qu'il a fait le jour du meurtre. Donc le voisin, donc sur sa journée du 26, dit que donc il était avec un ami chez lui, donc à jouer à la console. Ensuite, en fin d'après-midi, début de soirée, donc ils ont fait la vaisselle. Et il dit qu'ensuite, à 18h, donc il est parti avec cet ami-là, donc chez d'autres amis pour un barbecue. Ça, c'est la première version. Et puis elle sera mise à mal, notamment par l'audition de son ami, qui ne dira pas du tout. Il n'est pas du tout venu à la soirée barbecue. En réalité, moi je me trouvais chez lui jusque vers 21h30, 22h, et puis il n'est pas venu à la soirée barbecue. Des témoins contredisent sa version des faits. Un des voisins de la résidence dit l'avoir vu devant chez lui vers 20h50. Et une autre voisine dit l'avoir vu en fait faire 3 allers-retours donc en direction de chez Gaël, donc entre 20h50 et 22h45. Les gendarmes perquisitionnent son domicile et ses 2 véhicules, mais aucun indice compromettant n'est trouvé. En revanche, l'analyse de sa téléphonie révèle qu'il était chez lui à l'heure où il prétend être allé à un barbecue chez des amis. Le 29 mai, Franck est mis en garde à vue, le même jour que le jeune pompier et que d'autres connaissances de Steven. Face aux enquêteurs, le jeune homme donne une autre version de son alibi. Il déclare maintenant avoir reconduit son ami chez lui vers 21h45 et être ensuite rentré seul pour ne plus ressortir de la soirée. Pendant la garde à vue, les gendarmes découvrent par ailleurs que leur suspect ne s'est pas présenté à son travail le lendemain du crime. On peut penser que s'il veut garder son emploi qu'il occupe depuis plusieurs années, comme conducteur de presse, c'est opportun d'arriver à l'heure, quoi. Or, ce jour-là, il dira qu'il ne s'est levé qu'à 2h de l'après-midi. Franck ajoute qu'il s'est réveillé quand des amis ont sonné chez lui. Parmi eux, Ludovic Béatrix. Il nous ouvre la porte, il avait la tête dans le cul, il venait de se réveiller. Il voulait pas chercher à nous foutre dehors et puis à vouloir faire autre chose ou quoi. Je ne sais plus trop ce qu'on a fait cette journée-là, mais il n'y a rien qui m'a choqué, quoi. D'autres témoignages apportent un éclairage bien différent. Il va aller à une soirée, juste après, quand on sait que Gaël est morte dans ces conditions. Bon, alors pourquoi pas, on peut quand même vouloir faire la fête, on peut oublier, enfin, et puis c'est peut-être pas très proche de Gaël. Mais sauf qu'à cette soirée, tout le monde dira qu'il a eu un comportement très particulier. Qu'il avait l'air très bizarre, qu'on ne le reconnaissait pas. Alors, à ce moment-là, il est suspecté par personne. Personne ne l'a mis en cause. Les auditions des proches de Franck révèlent qu'il traversait une période très difficile depuis sa rupture avec sa petite amie. Avec tous les soirs, il se couche à pas d'heure. Le lendemain matin, il avait pu se réveiller, il allait même plus au travail.
Tout ce qu'il avait dans son appartement, il commençait déjà à tout revendre, quoi. Donc pour se faire de l'argent, pour acheter sa connerie de cocaïne, quoi. C'est vrai qu'à cette époque-là, il déraillait, quoi. Gaëlle aussi avait noté qu'il n'était plus le même. Elle n'aimait pas son attitude. Elle s'en était confiée à son amie Jennifer. Dans les derniers temps, elle le trouvait, ses regards très insistants, elle se sentait mal à l'aise en fait en sa présence. Quelque part, il devait bien détailler ou voilà, c'était pas un regard forcément amical. Gaëlle avait dit à Steven qu'elle ne voulait plus que Frank vienne chez eux, ce qu'il avait pourtant fait le week-end précédant le meurtre. Elle était encore dans la chambre parce que c'était de bonne heure le matin. Et elle a entendu du bruit. Et elle a descendu quelques marches, elle l'a aperçu, elle a vu que c'était le voisin, et elle est remontée. Elle a été prendre sa douche, elle s'est changée, et elle a dit à Steven, je vais chez mes parents, puisque je ne veux pas qu'ils viennent chez nous. C'est ce jour-là que Steven aurait appris à Frank qu'il partait pour toute la semaine en déplacement professionnel. Les gendarmes apprennent alors que Frank est déjà venu en l'absence de Steven, importuner Gaëlle. Ce fameux voisin, plus un de ses copains, était venu à la fermeture de la boîte de nuit, voulant certainement quelque chose à demander à Gaëlle. Ils lui ont lancé des cailloux, à sa fenêtre, tout ça, et sonné, tout ça. Mais dès qu'elle a vu que c'était eux, elle n'a pas ouvert. Steven avait été le voir pour lui dire mais voilà quoi, je suis pas là la semaine, tu passes pas voir Gaëlle, t'as aucune raison de venir à la maison. Malgré les soupçons qui pèsent contre Frank, les enquêteurs n'ont pas pu réunir d'éléments matériels qui pourraient l'incriminer. Il est donc libéré à l'issue de sa garde à vue. Le 28 septembre 2007, soit 5 mois après le meurtre, les résultats des analyses ADN effectuées sur le jogging de Gaëlle sont enfin communiqués au juge. Sur une tache de sperme, 3 ADN en mélange ont été extraits. Celui de Gaëlle, celui de Steven et surtout celui de Frank. La procédure s'accélère. Début octobre, les enquêteurs décident de placer à nouveau le jeune homme en garde à vue. Ils apprennent alors qu'il est en détention provisoire depuis quelques semaines à la maison d'arrêt d'Évreux pour une affaire d'agression sexuelle. Les faits dont on l'accuse remontent au 17 août 2007 et les gendarmes ne peuvent s'empêcher de les rapprocher du meurtre de Gaëlle. Il va au domicile d'une jeune fille mineure qui a 16 ans. Il sait qu'elle est seule. Vous voyez l'intérêt que ça a pour nous, c'est qu'il sait que Gaëlle est seule le soir où elle va être tuée. Il va chez cette jeune fille, il rentre au domicile de cette jeune fille en cassant la fenêtre pour pouvoir rentrer. Il s'est glissé sous les draps comme si de rien n'était. L'agression sexuelle a duré, les attouchements ont duré environ 45 minutes. Et cette gamine évidemment qui dit non, qui est complètement terrorisée, ses parents ne sont pas là, et ce type qui rentre dans son lit et puis qui finalement a tellement bu qu'il va s'endormir. Pour cette affaire, Frank sera condamné à 14 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis par le tribunal correctionnel de Lisieux. Là, on s'est dit, là, c'est plus une coïncidence, là. Il y avait trop de choses, trop de mensonges, trop de faisceaux qui allaient vers lui, quoi. La journaliste Élise Kergal a également suivi ce procès d'agression sexuelle. L'expertise psychologique dit qu'il a effectivement un rapport assez compliqué, difficile avec les femmes, que c'est quelqu'un d'assez impulsif, qui a du mal à se retenir, qui peut finalement être pris dans un déchaînement de violence. Et puis cette expertise dit aussi qu'il a un trouble de l'identité suite en fait à l'absence de son père, ce qui pourrait expliquer en fait ce rapport qu'il a avec les femmes. Le psychologue Samuel Lemitre, qui a mené de nombreuses expertises criminelles de délinquants sexuels, fait un rapprochement entre cette affaire et le meurtre de Gaëlle Fossé. On peut imaginer effectivement qu'il a rencontré cette fois-ci un obstacle plus dur qu'il a voulu franchir. Gaëlle, elle aura résisté, elle aura refusé. Voilà, c'est pas une gamine de 16 ans endormie chez elle, surprise et ne sachant pas comment faire. Le 15 octobre 2007, Frank est à nouveau placé en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Rouen. Il est présenté au magistrat instructeur, il est mis en examen, et dans la foulée, il est placé en détention. Il était déjà en détention dans l'autre affaire, mais le voilà cette fois-ci avec un mandat de dépôt criminel dans l'affaire de Bernet et de Gaëlle. Le soir, je dis,
dis à ma femme, je dis, bah, tu vois, enfin il va être arrêté ce salaud-là. Enfin, parce que pour nous, ça avait semblé très long. Depuis le mois d'avril, mois d'octobre, enfin. En janvier 2009, alors que Franck est en détention provisoire depuis près de 15 mois, le juge d'instruction demande une contre-expertise ADN. Il va apparaître qu'en réalité, on ne sait pas bien, dans ces ADN en mélange, si le sperme est celui du compagnon de Gaël ou s'il est éventuellement celui de cette autre personne, de ce voisin. Donc la trace est peut-être une trace d'ADN de l'intéressé, mais qui se trouve par hasard sur une trace de sperme de ce compagnon de Gaël, et donc c'est pas forcément une trace très éclairante. Les experts concluent que l'ADN de Franck révélé sur le jogging n'est peut-être qu'un ADN de transfert. Marie-Gaëlle Leroux-Lepajolec est expert en empreintes génétiques. Alors l'ADN de transfert, c'est de l'ADN que l'on retrouve sur un objet, mais qui, à l'origine, n'a pas été déposé sur cet objet. Il a été déposé sur un autre objet, et il y a eu contact entre le premier objet et le deuxième objet, et transfert des cellules d'un objet à l'autre. Ce garçon aurait très bien pu s'asseoir sur une chaise sur laquelle ensuite Gaël va s'asseoir, et une impression d'une trace ADN laissée par ce garçon sur la tache qui se trouve sur le pantalon que porte Gaël. La contre-expertise ADN émet donc un doute sérieux quant à la présence de Franck dans la maison le soir du crime. L'avocat du mis en examen va alors obtenir sa libération conditionnelle après 19 mois d'incarcération. Dès le lendemain du meurtre, les gendarmes vont interroger Franck dans le cadre de leur enquête de voisinage. D'emblée, le jeune homme déclare qu'il ne connaît pas Steven et Gaël, un mensonge qui va tout de suite éveiller les soupçons des enquêteurs. Oui, cette première réaction est à la fois surprenante et naïve, car tout le monde sait que Franck fréquente régulièrement le jeune couple. Il expliquera plus tard pourquoi il a menti. En voyant les gendarmes arriver chez lui, étant consommateur de produits stupéfiants, il a pensé que les gendarmes venaient l'interroger sur une affaire de drogue, et en aucun cas, il ne voulait être mêlé à un quelconque trafic. Les gendarmes vont découvrir que le jeune voisin a eu un comportement étrange après le meurtre de Gaël. Le lendemain des faits, il ne va pas se présenter à son travail, et quelques semaines plus tard, il finira même par être licencié pour cause d'absence répétée. Oui, mais Arnaud, ces absences n'ont pas commencé le lendemain du crime. Depuis quelques mois déjà, Franck était dans le collimateur de son employeur, qui l'avait d'ailleurs sanctionné. D'après ses proches, une rupture amoureuse l'avait poussé à consommer de plus en plus de drogue, ce qui l'avait désociabilisé. Ce que l'on découvre par ailleurs, c'est que Franck s'était rendu chez Gaël et Steven le week-end précédent le meurtre, et qu'à cette occasion, il aurait appris que Steven s'absenterait toute la semaine, laissant Gaël toute seule. Oui, bien sûr, c'est un élément à charge en plus contre Franck. Mais on apprend également que Gaël ne l'aimait pas, et qu'elle avait refusé de le recevoir alors qu'elle était seule chez elle. Tout ça ne colle pas vraiment avec le scénario de la soirée du crime. Les gendarmes pensent en effet que Gaël a ouvert volontairement à son agresseur, et a même consommé quelques verres en sa compagnie. Lorsque les premiers résultats d'ADN tombent, révélant l'empreinte de Franck sur le jogging de Gaël, les gendarmes découvrent que le jeune homme est incarcéré pour des faits d'agression sexuelle commis 4 mois après le meurtre de Gaël. Les enquêteurs sont à ce moment-là persuadés d'avoir résolu l'affaire. Effectivement, le juge d'instruction met Franck en examen, tandis que le juge de la liberté et de la détention le place aussitôt sous mandat de dépôt criminel. Toutes les apparences sont contre lui. Il a menti. Son alibi est bancal, même très bancal. Il est en phase de désociabilisation, il est fragile psychologiquement. Et, cerise sur le gâteau, il vient de commettre une agression sexuelle contre une jeune femme. En janvier 2009, une contre-expertise ADN va fragiliser cette accusation. Le seul élément matériel à charge contre Franck est sérieusement remis en question. En effet, les experts sont incapables de déterminer si le sperme présent sur le jogging de la jeune femme est celui de Franck ou de Steven. Selon eux, l'ADN de Franck pourrait être un ADN de transfert, c'est-à-dire qu'il est impossible de prouver qu'il a touché le survêtement de Gaël. Des examens complémentaires effectués sur les mains de Franck vont établir qu'il a un taux de transfert important, c'est-à-dire qu'il laisse de l'ADN facilement là où il passe. Or, on sait qu'il est passé à plusieurs reprises avant le meurtre chez Gaël et Steven. Aujourd'hui, Franck est toujours mis en examen. L'instruction se poursuit comme il se doit, à charge et à décharge. D'autres pistes ont été explorées dans cette enquête.
Les gendarmes se sont notamment intéressés à une amie de Gaël, que nous appellerons Karine. Cette jeune femme a en effet eu, avant et après le meurtre, une attitude étrange. La veille de son meurtre, Gaël Fossé a reçu la visite de Karine. Mais leur conversation s'est rapidement envenimée et les deux jeunes femmes se sont fâchées. Dès le lendemain, Gaël a rapporté à son père les propos de Karine. Elle m'a chambré un peu avec Steven parce que elle me cherchait, elle voulait toujours coucher avec Steven. Puis là je me suis fâché, je l'ai rembarré en lui disant de toute manière, toi tu as peut-être des problèmes avec les gars que tu fréquentes, mais il dit Steven il sera jamais à toi, il serait qu'à moi. Steven confirme le témoignage de Jean-Paul Fossé. Gaël, très perturbé, lui avait également raconté cette dispute. Gaël lui a répondu clairement que j'étais avec elle et qu'elle ne m'intéressait pas du tout et qu'il fallait qu'elle arrête de se faire des films. Comme je lui avais dit, on voit la chier et puis c'est bon. C'est ce qu'elle avait fait. Jennifer Cardon connaît bien Karine. Elle n'est pas étonnée par ses propos provocateurs. Je l'ai constaté à plusieurs reprises en fait. Justement, on a eu des discussions par rapport à ça parce que elle est assez jalouse quand même de tout et de tout le monde. Le 4 mai 2007, Karine est interrogée par les gendarmes, mais elle ne fait aucune allusion à sa visite chez Gaël Fossé la veille du meurtre. Quelques jours plus tard, le 29 mai, les enquêteurs décident de la placer en garde à vue. La jeune femme reconnaît alors avoir été chez la victime le mercredi soir, mais elle nie s'être disputée avec elle. Lors de son interrogatoire, Karine tient des propos très durs à l'encontre de Gaël Fossé. On va la voir se répandre en choses peu sympathiques pour le moins sur Gaël. On a vraiment l'impression, propos d'une concurrente qui a été mise à mal, qui n'a pas triomphé dans son challenge et qui lui en veut terriblement. Donc pour elle, Gaël est une fille qu'on qualifierait de fille facile ou qui couche un peu à droite à gauche, qui ne mériterait pas Steven. Et puis qui aurait eu des problèmes d'alcool, de consommation exagérée, voire la nécessité d'une cure pour se désintoxiquer. Des allégations infondées, selon Sylvie Fossé. Une cure de désintoxication à 21 ans, ça peut certainement arriver, mais on serait quand même au courant puisqu'elle vivait chez nous jusqu'à 3 mois avant, Alors donc... Les gendarmes perquisitionnent le domicile de Karine et découvrent un pantalon taché de sang. Mis sous scellé, le vêtement est envoyé pour analyse. Les enquêteurs auditionnent alors Jennifer Cardon, qui leur raconte sa dernière soirée avec Gaël et Karine, le week-end précédant le meurtre. En fait, on a fait une soirée entre filles en boîte de nuit. Ça a été très calme jusqu'au moment où, du coup, Karine a rencontré le voisin de Gaël. Et donc, ils sont sortis ensemble en boîte de nuit. Et au final, je suis rentrée seule avec Gaël et elle est rentrée, avec le voisin. Les enquêteurs comprennent que Karine et Franck, le voisin suspecté du meurtre, ont eu des relations intimes. Pourquoi Karine n'a-t-elle pas spontanément raconté sa liaison avec Franck? Pour la partie civile, cette révélation ouvre de nouvelles pistes. On peut en plus envisager toute forme de combinaison. Cette jeune femme qui a eu cette relation apparemment avec le voisin quelques jours avant, qui peut-être en veut à Gaël, qui peut-être a pris d'ailleurs un jeu de clés la veille quand elle était là en train de discuter avec a priori son ami. Et si Karine avait dérobé lors de sa visite chez Gaël un jeu de clés? Et si elle l'avait ensuite confié à Franck? Elle serait rentrée en ouvrant la porte sans que Gaël s'en rende compte et par un effet de surprise parce qu'il aurait eu les clés, ou alors elle serait rentrée avec les clés qu'elle avait dérobées. Toutes les questions qu'on peut se poser. Maître Hugues Vigier n'exclut pas que le meurtre puisse avoir été commis par une femme. Rien ne nous dit qu'il fallait une force particulière pour porter ces coups de couteau, 4 coups de couteau portés dans le dos, soit par un homme ou par une femme. Et une fois que Gaël est au sol, les autres on peut les porter. Le juge d'instruction a organisé une confrontation entre Karine et Franck. Mais aucun élément nouveau n'est sorti de cette audition. Les résultats d'analyse ont conclu que le sang sur le pantalon saisi lors de la perquisition n'était pas celui de Gaël Fossé, mais celui de Karine. Aucun élément à charge ne pèse aujourd'hui contre la jeune femme. Sortie libre de la gendarmerie à l'issue de sa garde à vue,
Karine n'est dans cette affaire qu'un simple témoin. Les investigations ont établi que Karine était en rivalité avec Gaël et qu'elle avait eu une relation intime avec Franck. À partir de ces informations, l'avocat de la partie civile imagine un nouveau scénario du crime avec une possible complicité. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'avocat des parents de Gaël est bien sûr dans son rôle quand il formule un certain nombre d'hypothèses. Il cherche à mettre de la pression sur cette enquête. Il craint en effet que l'instruction ne s'éteigne à petit feu. Je rappelle que la mise en examen de Franck date d'octobre 2007 et que depuis sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en mai 2009, aucun élément nouveau n'est apparu. Depuis le début de l'enquête, les investigations ont fait apparaître un certain nombre d'individus gravitant dans l'entourage de la victime et de son petit ami. Est-ce que vous pensez que l'un d'eux ait pu cacher des informations importantes ? Effectivement, c'est un petit groupe de la même génération. Ils se connaissent tous, ils ont tous plus ou moins menti aux enquêteurs, ils ont tous eu des comportements plus ou moins étranges. Moi, je suis convaincu qu'un certain nombre d'entre eux en savent beaucoup plus que ce qu'ils ont bien voulu en dire. L'instruction de cette affaire s'est déroulée en pleine réforme de la carte judiciaire. Fin 2010, le tribunal de Bernay a fermé et le dossier a été transféré à Évreux. En tout, 6 magistrats instructeurs se sont succédés. Les parents de Gaël Fossé redoutent aujourd'hui que, faute d'éléments nouveaux, un non-lieu ne soit prononcé. Nous, on disait, on s'aime tellement avec mon mari, c'était notre réussite. Et voilà, et ils ont brisé tout ça. Et je trouve, il n'y a pas de mots pour ça. Et on me disait, vous allez voir, ça va s'apaiser, mais ça s'apaise jamais. Je peux pas reconstruire quelque chose tant que je sais pas déjà ce qui s'est passé à Gaël et j'ai pas envie d'ailleurs de reconstruire quelque chose pour l'instant. Parce que je suis pas prêt, mon cœur il est... On avance, mais on ne dépasse pas. La douleur reste toujours là. C'est un choc, en fait. À 21 ans, on ne conçoit pas qu'elle puisse partir à 21 ans et pas dans des conditions pareilles. C'est pas acceptable du tout, quoi. Et je pense que tant que les coupables ne seront pas jugés, je pense que la douleur ne s'apaisera pas. Peut-être après, on verra. Mais pour le moment, c'est toujours aussi vif. Les proches de Gaël sont toujours dans l'attente d'un témoignage qui relancerait le travail des enquêteurs. Les parents de Gaël ont fini par se dire on va quasiment faire un appel au peuple. On va demander par la voie d'internet maintenant si des gens savent des choses, qu'ils nous le disent. Et ils reçoivent tous les jours pratiquement des messages. Il est temps de parler. Il est temps d'ouvrir un peu son cœur parce que comment on peut vivre tant d'années comme ça ? Il est temps de dire, voilà, moi je sais quelque chose, je vais vous le dire. Le crime dont a été victime Gaël Fossé est d'une brutalité révoltante. La jeune femme n'avait que 21 ans, elle construisait sa vie avec bonheur, envie et confiance. Elle avait d'ailleurs annoncé à sa mère son désir d'avoir un enfant une fois ses études terminées. Mais un soir d'avril 2007, son tueur a brisé ses rêves et détruit l'existence de ses parents. C'est avec une grande pudeur que Sylvie et Jean-Paul Fossé ont évoqué leur tristesse et leur crainte que la justice ne parvienne pas à élucider le meurtre de leur fille. C'est avec une détermination sans faille qu'ils se sont engagés dans ce combat pour la vérité. Bonsoir.